Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Dimanche dernier, sur Blast, Usul et Lumi commentaient les activités du milliardaire ultra-réactionnaire Pierre-Édouard Stérin. Comme ils l'ont rappelé, cette affaire montre une stratégie, une volonté d'imposer les choix politiques des milliardaires, et ça pose de gros problèmes démocratiques. Pour les démocraties, le défi est sérieux. Les riches sont de plus en plus riches. Ils ont de plus en plus de moyens. Ils veulent prendre le pouvoir, renverser la table et ils testent nos institutions. Est-ce que nos institutions sont prêtes ou est-ce qu'il va falloir penser ce nouveau danger et créer de nouvelles règles pour protéger notre espace public, mais même nos élections en fait? Mais ce qui est très dangereux avec les gens de Périclès, ce sont les discours qu'ils déploient. Ils déguisent et masquent leur volonté de pouvoir et d'influence derrière des discours soi-disant démocratiques. C'est ce qu'on va décrypter ensemble cette semaine. Quels sont les outils des milliardaires pour imposer leur politique et par quel discours ils dissimulent ces volontés? Bref, concrètement, c'est quoi le plan Périclès? On reviendra ensuite sur quelques éléments importants qui ont pu passer sous les radars. Et enfin, on ira du côté de nos amis les Anglais pour décrypter la décision transphobe de la Cour suprême du Royaume-Uni. Avec une cruauté toute anglaise, elle dit protéger les personnes trans et les femmes, mais refuse de protéger les premières au nom des secondes. Et tout ça, c'est dans ce nouveau numéro de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. En juillet 2024, l'humanité a révélé des documents secrets qui organisent le projet politique de Stérin, Périclès. Le sens du nom donne tout de suite la couleur. Patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens et souverainistes. Alors ça ressemble quand même pas mal à de la bonne pâtée pour chien de droite extrême, ce machin, hein? Européen et souverainiste? Résistant et identitaire? Bon, la droite extrême n'en est pas à une contradiction près, hein. Mardi 6 mai, le directeur général de Périclès a été auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation des élections en France. On le laisse se présenter parce que c'est quand même toute une histoire. J'ai 32 ans, je suis le troisième d'une fratrie de 4 enfants, de racines bourguignonnes et lozériennes. Et je suis moi-même marié et père de 3 jeunes enfants. Après des études supérieures à l'université Bocconi de Milan, puis à l'ESSEC de Cergy-Pontoise, dont je suis sorti diplômé en 2016, j'ai démarré ma carrière dans une société technologique, puis dans une société d'investissement industriel où j'ai travaillé quelques années avant de démarrer ma collaboration avec Pierre-Édouard Stérin. On le voit, la question identitaire est très importante pour eux. Pressé par Antoine Léaumont sur les liens que Périclès veut fabriquer entre islam et insécurité, Arnaud Rérol a sorti la botte secrète identitaire classique pour ne pas répondre. Il est assez intéressant que le directeur de Périclès dise si vous estimez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Et quel est le problème? Le problème est de savoir si je suis chrétien. Le problème est d'être chrétien ou le problème est que je m'intéresse à l'islam? Je pose une question simple qui appelle une réponse par oui ou par non. Donc j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Je pense qu'on peut à la fois s'intéresser à l'islam, s'intéresser à l'insécurité et s'intéresser au lien entre l'islam et l'insécurité en France. Donc pour vous, la réponse est oui. Ma réponse est que réfléchir au lien entre l'insécurité en France et l'islam est quelque chose de tout à fait pertinent sauf si vous considérez qu'il est interdit de s'interroger sur cette question, dans ce cas-là, c'est toute chose. On voit que l'extrême droite n'aime pas la transparence et la publicité, sauf quand ça l'arrange. Quand il s'agit de dévoiler comment Stérin contrôle tout ça, Rérol traîne des pieds. L'actionnaire de la SAS, c'est Pierre-Édouard Stérin, personne physique, à travers une de ses holdings qui n'est ni Otium Capital, ni le Fonds du bien commun. Du coup, quel holding? Une holding en Belgique. Quel holding? Elle s'appelle Graal Holding. En revanche, pour faire sa pub et attirer des donateurs pendant une audition en commission d'enquête, il est beaucoup plus bavard, le bonhomme. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, vous l'avez très bien souligné, nous cherchons d'autres contributeurs, et donc je profite de l'audience, parce que vous avez parlé d'une audience nombreuse, que vous me donnez pour rappeler que nous cherchons effectivement d'autres contributeurs et nous serions ravis d'attirer d'autres personnes qui partagent nos ambitions. Bon, ça a quand même fini par énerver la commission. Si je peux profiter aussi d'ailleurs de cette audience que vous me donnez pour rappeler que nous recherchons régulièrement des entrepreneurs audacieux
et ambitieux qui peuvent nous soumettre des projets que nous pourrions étudier eu égard à notre... Si vous vouliez bien répondre aux questions, je ne ferais pas que ce soit le lieu de faire votre publicité. Alors, puisque c'est de la pub qu'ils veulent, on va leur en donner. Surtout qu'ils revendiquent la transparence. Je pense que la particularité de notre démarche tient notamment à la grande transparence qui est la nôtre et que nous souhaitons avoir. Pour réaliser ce projet, Périclès doit faire attention. Parce que contrairement aux États-Unis où la Cour suprême a supprimé les limites aux dons politiques, en France, il y a des plafonds de dons, des plafonds de remboursement et des plafonds de dépenses. Et tout ça, justement, pour protéger notre démocratie des dangers de l'argent sans limite. Périclès doit donc déguiser cette volonté de pouvoir derrière des paravents légaux. Pour ça, les milliardaires ont essentiellement 3 outils dans leur besace, et à chaque fois, ils sont grimés en outils de défense de la démocratie. Périclès insiste. Leur mission, c'est de soutenir des initiatives citoyennes. Des initiatives citoyennes déjà existantes que nous accompagnons et que nous aidons à passer à l'échelle. Et nous nous concentrons sur principalement 3 types d'initiatives citoyennes. Premièrement, les think tanks, les médias et les cercles de réflexion qui permettent de produire, de diffuser, de promouvoir des idées dans l'espace public. Deuxièmement, des solutions technologiques qui permettent de professionnaliser l'action publique. Et troisièmement, la formation qui permet de faire émerger de nouveaux décideurs qui peuvent s'approprier ces idées promues. Ces soutiens sont présentés comme démocratiquement nécessaires au nom d'un délabrement de notre République. Nous sommes arrivés à poser 3 constats. Le premier constat, que la situation économique, sociétale et morale de notre pays a atteint un niveau crique. Le deuxième constat, je viens de l'évoquer, c'est nous connaissons aujourd'hui une crise profonde entre la politique et les Français. Par exemple, Périclès soutient le collectif Justicia. Justicia, c'est un collectif d'avocats qui cherche à défendre les victimes, notamment de la liberté d'expression ou d'une certaine violence de la part de l'État. Je prends l'exemple d'une initiative qui est soutenue par le collectif Justicia qui consiste à accompagner dans ses démarches juridiques la sœur de Samuel Paty. Alors, ça a l'air très bien tout ça, la liberté d'expression, Samuel Paty, ce sont des causes dignes et démocratiques. En revanche, pressé par Pierre-Yves Cadalen sur les projets plus politiques, Périclès refuse de répondre. C'est une question politique que vous me faites et Monsieur le Président a précisé que ça ne faisait pas l'objet de cette commission d'enquête parlementaire. En revanche, je me permets tout à fait de préciser que si nous soutenons cette initiative, c'est parce que nous avons foi en la justice française. Et c'est un discours récurrent. Ils ne font pas de politique, ils défendent la France et la justice. Les défenseurs de la France sont trop dispersés et ils agissent sans concertation. C'est la raison pour laquelle, au collectif Justicia, nous souhaitons unir nos forces pour agir concrètement en France et en Europe. Je mobilise le droit pour le bien commun et j'ai à cœur de servir notre pays et ses valeurs. Alors, justement, les valeurs de Justicia, c'est quoi ? Le collectif Justicia souhaite organiser et professionnaliser le contentieux stratégique au service du bien commun et œuvrer au redressement et à la pérennité de notre civilisation. Le prosélytisme du genre est approuvé par nos élites et enseigné dans les écoles. La banalisation de la transidentité a des conséquences gravissimes, complètement négligées. Et le voilà le loup. Périclès et Justicia se présentent comme des initiatives citoyennes et pour la justice, mais en réalité ce sont des machines à fabriquer de l'idéologie d'extrême droite. En soutenant des associations et des collectifs comme Justicia, ce sont des millions d'euros qui sont infusés dans la société pour promouvoir ces idéologies. À gauche, on fait ça aussi. L'affaire du siècle, notre affaire à tous, etc. sont autant de procès stratégiques qui visent à faire appliquer notre droit écologique et social. Mais il y a une différence. La différence principale, c'est que ces structures sont vraiment citoyennes, et vraiment indépendantes, et vraiment transparentes. On ne se cache pas derrière le paravent de l'initiative citoyenne pour masquer les intérêts financiers et politiques qu'on veut cacher. Une autre initiative citoyenne que soutient Périclès, c'est Politicae, qui remplit un autre objectif. Professionnaliser les élus de droite. Politicae, c'est une association qui lutte pour rapprocher les élus locaux des citoyens et pour former les élus locaux à exercer leur mission. Ils donnent des formations, créent des fiches techniques, bref. Politicae, ce serait juste un projet d'engagement citoyen pour aider les maires et les Français à mieux se connecter. Mais surtout, c'est pour soutenir la professionnalisation des élus. J'insiste sur le fait que nous ne finançons pas la vie politique, ni directement ni indirectement. Nous pouvons soutenir des initiatives qui, dans le cadre légal, elles, apportent des solutions technologiques qui sont utiles pour professionnaliser l'action publique.
J'ai parlé de l'analyse de données électorales, mais on pourrait parler aussi des outils de communication. Alors, quand on regarde de plus près, Politicae, c'est fait par eux. Désaveu, perte de confiance, les griefs sont nombreux envers notre système démocratique et l'abstention bat son plein. Pour autant, avec Raphaël Cogniet, mon homologue, maire de Mantes-la-Jolie, et moi-même, Antoine Valentin, maire de la commune de Saint-Joire, nous sommes persuadés que l'engagement politique local sauvera la France. Bon, on est d'accord, hein. Ces drapeaux bleu, blanc, rouge et ces têtes de 4 dynamiques qui travaillent à la défense, ça respire pas la gauche progressiste quand même, hein. Et pour cause, celui de gauche, Raphaël Cogniet, est un ancien LR reconverti à Horizon. Celui de droite, Antoine Valentin, c'est un ancien LR aussi, converti au zémorisme puis parti à l'UDR d'Éric Ciotti. Bref, c'est à partisan si on regarde de très très loin. Parce que dès qu'on se rapproche un peu, on voit que les thèmes de l'extrême droite transpirent. Entre 2 fiches techniques sur le retrait d'un colistier ou le coût d'une campagne, il se glisse une fiche sur la lutte contre la radicalisation. Et dans cette fiche, on retrouve le langage classique de l'extrême droite. S'attaquer aux subventions des associations locales connues pour leur tendance communautariste. Mettez-y ce que vous voulez après, hein. Et dans les articles similaires, on retrouve les marottes de l'extrême droite. Sécurité, délinquance, sécurité. Et leur article sur le rôle de la mairie dans les communes françaises est encore plus parlant. Ils y montrent surtout les tâches les plus régaliennes. État, sécurité publique, gestion administrative. On parle peu des services publics et de leur importance. On ne parle pas des crèches, on parle peu des écoles, on parle peu des centres de santé. Encore une fois, derrière l'apparence de la protection des citoyens et de la promotion de la démocratie locale, c'est une certaine conception très droitière de ces fonctions qui sont présentées. Et ce qui inquiète les députés, c'est que ces structures existent en dehors des campagnes électorales. Mais néanmoins, quand vous dites que vous ne financez pas des candidats dans le cadre d'élections, la question se pose autour de l'élection. Et c'est pour ça que il me semble que c'est intéressant de venir sur cette question-là, parce que dans la partie où vous parlez de la victoire électorale dans ce document, vous dites que vous voulez former au combat électoral des candidats, mettre à leur disposition tous les outils nécessaires, big data, médias, ressources humaines, financement. Donc, il pourrait y avoir une forme de participation légale à des campagnes politiques en amont de la date de la campagne. C'est-à-dire une forme de préparation, de pré-campagne d'un certain nombre de candidats. Il est là le problème. Avec ces millions, Périclès peut inonder constamment l'espace public pour soutenir les causes qui lui plaisent. Derrière le paravent de la professionnalisation de la vie publique, c'est en réalité un soutien aux citoyens qui partagent leurs idées pour les rendre plus éligibles. Mais on a un peu l'impression que vous misez sur des individus qui vont coller à ces idées et que dans la période qui précède l'élection, potentiellement, vous pourriez aussi essayer de les soutenir. Autrement dit, il s'agit d'esquiver les problèmes posés par la loi qui encadre les financements des campagnes électorales. Mais si ça finance en dehors des campagnes, c'est plus un problème. Le plan est donc très simple. Inonder l'espace public d'argent par tous les moyens légaux possibles. Et pour ça, Périclès dispose d'un dernier outil. Le plus dangereux parce que le plus courant et le plus puissant, le débat public. Là, on entre dans le vif du sujet. Périclès souhaite s'insérer dans le débat public pour le modeler selon ses intérêts. La crise de confiance que nous connaissons entre la vie politique et les Français passe par l'engagement citoyen. Nous voyons de plus en plus de jeunes talents issus du monde du privé, effectivement, et qui sont intéressés par s'exprimer dans le débat public. Et ça nous paraît absolument essentiel, car c'est un moyen, je dirais, de renouer justement ce lien de confiance entre les politiques et les Français, de favoriser leur engagement. Il se déguise ainsi derrière le paravent bien commode de l'information. Le peuple est souverain, et pour voter, il faut être informé, et cette information vient notamment des travaux de différentes organisations. Nous souhaitons, pour le coup, lutter contre ce qu'on a tendance à appeler les fake news, et présenter des faits objectifs auprès de la population, à elle ensuite de s'en saisir. Et c'est comme ça qu'ils justifient des sondages inédits commandés par leur soi-disant observatoire Hexagone. Ce document est un sondage qui est un sondage réalisé sur 10 000 personnes, ce qui est extrêmement coûteux, et qui teste la candidature de Jordan Bardella à l'élection présidentielle, dans un deuxième tour face à Édouard Philippe, qui serait à touche-touche. Et puis il y a une deuxième partie au sondage,
qui est une partie qui concerne cette fois-ci Marine Le Pen. Sondage réalisé cette fois-ci sur 2000 personnes seulement, et qui vient cette fois-ci questionner la possibilité de Marine Le Pen d'être au second tour face à Édouard Philippe, où elle est présentée comme perdante face à Édouard Philippe. À cela, Périclès répond que c'est pour informer les Français. Je pense que le travail qu'il mène est parfaitement utile à la démocratie, justement, de pouvoir éclairer le débat public sur des thématiques en apportant des analyses objectives, factuelles. Vous l'avez souligné, il s'agit d'un sondage très significatif, 10 000 répondants à 2 ans d'une élection présidentielle. C'est une information très intéressante pour le public, et quand on est attaché justement à la vie démocratique, on peut se réjouir effectivement d'une organisation qui s'intéresse et qui en tout cas produit un sondage exclusif qui donne quelque chose, une photographie à l'instant T en tout cas de l'état du pays sur cette thématique. Mais alors, toute cette information, est-ce qu'elle est vraiment si objective et scientifique que ça ? Antoine Léaumont a convoqué des sondeurs devant la même commission d'enquête le lendemain. Ils se sont bien entendu défendus et ont avancé les mêmes éléments de langage. C'est l'idée de faire des travaux de qualité, des bons échantillons, d'essayer de donner une information au grand public. Le système de base, c'est donc des enquêtes soit en ligne, soit par téléphone, qui veillent à respecter une France en miniature. Mais la sociologie a montré depuis longtemps à quel point les sondages d'opinion n'étaient pas très scientifiques. Si vous voulez, un sondage d'intention de vote, c'est pas simplement l'intention de vote elle-même, c'est la logique qu'il y a derrière, c'est la connaissance du candidat, enfin, c'est toute une batterie de questions qu'on pose. Pour sonder, il faut nécessairement avoir des analyses sur le fonctionnement des rapports de force politiques à ce moment-là. Par exemple, en 2017, ne pas demander à un électeur de Jadot s'il pense que son candidat a une véritable visibilité médiatique, c'est choisir de ne pas avoir la forte probabilité de report de voix vers un autre candidat. Je vous donne un exemple. Nous avions Yannick Jadot plus bas que nos concurrents. Donc ça nous était reproché, bien sûr. Et on disait, haha, cluster 17. Mais en même temps, quand j'analysais l'échantillon de sondage, je voyais que l'électorat qui était susceptible de voter pour Yannick Jadot l'identifiait très mal. Je ne voyais pas comment un candidat qui avait une notoriété de 3 sur 10 dans son électorat pouvait être à 9 ou 10% en intention de vote. Bref, les sondages, ce n'est pas une science, comme ils l'admettent eux-mêmes. Je dirais que les sondages d'opinion tels qu'on le fait ne sont pas une science, mais les fondements reposent sur une science qui est la science statistique. Donc les informations que les sondages sont censés donner au public sont très fragiles, voire tout à fait contestables d'un point de vue scientifique et méthodologique. Mais en plus, ces sondages, ils sont censés informer les Français sur quoi exactement ? Parce que les sondages, c'est quand même un peu paradoxal. Le peuple est souverain en démocratie, mais il lui faudrait des sondages pour savoir ce qu'il veut. Si le peuple est souverain, ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut, et on n'a pas besoin de le lui expliquer. Dans votre salle de bain, quand vous décidez d'une coupe de cheveux, vous ne faites pas un sondage à vous-même pour savoir ce que vous pensez vraiment. Vous décidez. Les sondages servent à expliquer au peuple ce qu'on veut qu'il pense. On lui explique longuement que c'est en fait son opinion, puisque regardez, c'est ce que les Français pensent. Bref, les sondages sont des outils pour fabriquer l'opinion publique plus que pour la révéler. Et c'est particulièrement transparent chez Périclès. Ils avaient prévu de faire des baromètres. Néanmoins, je veux revenir quand même sur ça. Co-création, financement de 3 baromètres monothématiques avec des structures externes, islam et insécurité. Déjà, faites-vous un lien entre les deux ? Entre islam et insécurité, ça sera une question. Immigration, extrême gauche. Alors, Périclès dit avoir abandonné le projet, mais Antoine Léaumont revient spécifiquement sur la création d'un baromètre islam et insécurité. L'ensemble des enquêtes qui existent sur le sujet de l'insécurité en particulier peuvent lier la question de l'insécurité à des questions sociales, par exemple, à des questions en termes de revenus, notamment sur ce qui va concerner les vols, des choses comme ça, peuvent être liées à la question des revenus. Mais, à ma connaissance, aucune, littéralement aucune, ne fait de lien entre l'islam et l'insécurité. Parce que oui, factuellement, il n'y a aucun lien entre les deux. Mais alors, un sondage sur ça, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça sert ? Justement, d'où l'intérêt de se poser la question. Tel que l'on l'évoque dans le baromètre, ce n'est pas un état de fait, c'est se poser la question, le principe du baromètre. Je pense qu'il n'est pas... Si vous dites qu'il existe des études qui s'interrogent sur le lien entre l'insécurité et la précarité, on peut aussi imaginer l'intérêt d'une étude qui s'intéresse sur la question de l'islam et de l'insécurité. Ça y est, le loup est sorti du bois. Ce n'est pas objectif.
Ce n'est pas pour mesurer le lien entre insécurité et islam. Ça, c'est pas un sondage ou un baromètre qui peut le faire, mais une étude de criminologie statistique. Avec ce baromètre, on veut simplement objectiver le sentiment raciste de certains en présentant ça comme un fait. Alors qu'en réalité, la seule chose que ça montre, c'est que les gens pensent qu'il y a un lien entre islam et insécurité, alors qu'il n'y en a pas. Bref, ça démontre leur racisme. Un peu comme le tristement célèbre sentiment de submersion dont parlait Bayrou il y a quelque temps. Sous couvert d'informer les Français, ces sondages scientifiquement contestables visent surtout à présenter comme des faits des discours qui ne sont que des opinions racistes qui plus est. L'objectif est clair, modifier le débat public sous couvert d'informer les Français. Il y a un lien évident avec l'objet de cette commission d'enquête, puisque cette commission d'enquête portant sur l'organisation des élections en France porte nécessairement et évidemment sur les conditions dans lesquelles se déploie le débat lui-même. Dès lors que des milliardaires investissent dans des instituts de sondage, dans des études, dans des associations ou des fondations métapolitiques, comme vous le dites, eh bien, lorsqu'ils font cela, ils le font avec un agenda politique qui leur appartient. Et de fait, si des milliardaires font ce choix, appuient des structures, les conditions même du déploiement du débat sont transformées. Arnaud Rérol s'est vanté de son intelligence venant du privé. Et aussi probablement dans les méthodes, inspirées notamment de l'univers dont je suis issu et Pierre-Édouard Stérin également, à savoir l'univers du privé. Et il n'a pas hésité à employer des mots hyper pompeux et compliqués. Nous avons pensé qu'il était opportun de lancer une organisation qui agisse sur ce champ métapolitique pour promouvoir les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Nous agissons donc dans le champ des idées et souhaitons les faire diffuser au plus grand nombre. Concrètement, nous sommes une pépinière de projets métapolitiques que nous créons en accueillant des entrepreneurs chez nous. Alors, j'ai pas fait l'essai de Sergi Pontoise, mais je trouve que c'est surtout méta-crétin. Hein. Avec ces mots mi-pompeux, mi-startup nation, ils essaient de fabriquer un écran de fumée pour confondre leurs intentions réelles. Ils font pas de politique, ils font de la métapolitique. Mais la métapolitique, c'est encore de la politique. L'objectif de cet après-midi n'est pas celle d'un débat sur le fond des idées que vous défendez, mais plutôt de savoir comment votre projet s'inscrit dans le cadre légal et réglementaire qui régit notre vie politique, et donc les grands moments démocratiques que sont nos élections. Et oui, parce que derrière ces jolis mots se trouvent des réalités très simples. Modifier le champ politique et sa structure pour faire gagner leurs idées, c'est de la politique dans ce cas-là de plus transparent. Le XXe siècle a montré les dangers de l'alliance des élites économiques avec le pouvoir politique. Les grands industriels allemands ont soutenu les projets nazis. Et ça, c'est plus ou moins de nouveau leur projet. Pour ce qui est des entrepreneurs spécifiquement et des investisseurs, je crois ici aussi qu'ils ont un rôle de responsabilité significatif, car un entrepreneur, un chef d'entreprise, doit prendre parole dans le débat public. La France a besoin de toutes ses forces productives pour faire face à certains discours, voire à un camp de la destruction, qui, notamment, eu égard à la force d'entreprendre, cherche à porter un combat politique qui me paraît particulièrement inquiétant pour l'avenir de notre pays. Derrière les beaux discours se cache la volonté implacable d'acheter notre démocratie. Pour lutter contre ça, Blast est sur le pont. Contrairement à Périclès, nous n'avons pas de milliardaires derrière nous pour nous souffler les intérêts que nous trouvons dignes de protéger. Nous n'avons que vous, nos spectateurs et nos soutiens. Et pour nous assurer que ça continue comme ça, que les milliardaires ne puissent pas tout acheter, on a besoin de vous. On ne peut produire ces contenus que parce qu'on a des citoyens engagés avec nous et qui nous soutiennent et nous donnent l'indépendance financière et politique dont nous avons tant besoin. Blast lance sa campagne de sociétaire pour améliorer notre indépendance et nos travaux. On vous invite à faire un tour sur la page de campagne et à devenir sociétaire si vous le pouvez. Mais ces derniers jours, tout n'a pas tourné autour de Stérin et Périclès. Quelques petites choses ont pu passer sous les radars. Le 6 mai 2025, Friedrich Merz, candidat conservateur désigné pour devenir chancelier, n'a pas réussi à être élu par ses députés en Allemagne. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Il a fallu organiser un second tour de vote. Mit Ja haben gestimmt 325 Abgeordnete. Ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Et oui,
parce qu'en Allemagne, les chanceliers sont élus par les députés et non imposés par le président. Contrairement à Bayrou, Barnier, Attal ou Borne, tous les chanceliers allemands ont dû demander la confiance du Parlement que l'on prend pour acquise en France. Ce que cette séquence révèle aussi, c'est la fragilité de la coalition qui porte le chancelier Merz. Il semblerait en effet que c'est de son propre parti que les voix manquaient. Ça n'augure pas des jours très stables. En France maintenant, depuis quelques jours, Emmanuel Macron et François Bayrou semblent vouloir renouer avec le peuple. En effet, tous les deux ont annoncé souhaiter des consultations citoyennes. Emmanuel Macron voudrait une convention citoyenne sur le temps scolaire. Et François Bayrou un référendum sur le budget. Chacun veut son jouet et ils sont pas très prêteurs. On reviendra dessus dans les prochaines semaines avec Paloma pour vous montrer pourquoi ce sont deux grosses arnaques et comment elles sont très graves. Sur un autre registre, les cardinaux ont été enfermés dans la chapelle Sixtine le 7 mai après-midi pour choisir un pape. L'entrée vaut le détour. Vous vous imaginez si on faisait tout ce foin à chaque fois qu'on élait un président? Ou même si on allait voter à côté de la Joconde? Parce que c'est ça qui se passe. Ces vieux monsieur en robe vont voter juste en dessous des chefs-d'œuvre de Michel-Ange. C'est quand même toute une ambiance. Mais les cardinaux, ils votent pas souvent. Le Vatican est la seule monarchie élective du monde. On ne change de pape que s'il abdique ou il meurt. Ce qui rend son élection d'autant plus importante. Jeudi 8 mai en fin d'après-midi, les cardinaux s'étaient décidés très rapidement. Beaucoup plus rapidement que prévu. Habemus papam. Ce sera le cardinal américain Robert Francis Prévost qui succédera à François en prenant le nom de Léon XIV. Dans sa bénédiction Urbi et Orbi, le nouveau pape a voulu se concentrer sur la paix. La pace sia con tutti voi. Il est un peu plus conservateur que François. On espère juste qu'il gardera la constance de son prédécesseur à rappeler aux catholiques le sens du message chrétien, la charité et la compassion. Le pape François avait ainsi dénoncé les massacres à Gaza sans peur et sans hésitation, rappelant le coup immonde en vie. Il avait ainsi comparé les enfants massacrés de Gaza à des petits Jésus d'aujourd'hui. Donc le prince de la paix s'oppose au prince de ce monde, qui, assémant la mort, agit contre le Seigneur. Nous le voyons à l'œuvre à Bethléem, lorsque le massacre des innocents a lieu après la naissance du Sauveur. Combien de massacres d'innocents dans le monde, dont le sang maternel, sur les routes désespérées en quête d'espérance, dont les vies de tant d'enfants dont l'enfance est dévastée par la guerre. Ça, ce sont les petits Jésus d'aujourd'hui, ces petits enfants. Ces prises de position courageuses et engagées n'empêchent pas l'Église catholique de rester responsable de nombreuses violences sociétales qui doivent aujourd'hui être réparées. C'est dans cet esprit qu'une proposition de loi est examinée pour réparer le préjudice commis par la France et subi par les personnes qu'elle a condamnées pour homosexualité quand ce délit existait entre 1942 et 1982. Alors évidemment, la droite au Sénat soulève tout un tas d'objections. Faudrait pas réparer les torts de Vichy, et même c'est trop compliqué de réparer financièrement tout ça. Bref, le discours de droite classique. Mais comme le montre la sénatrice Mélanie Vogel, l'argument est un peu malhonnête. Et ça s'est vu dans sa réponse. Écoutez, on a d'autres dispositifs qui permettent d'avoir des réparations financières pour des victimes quand on considère que, à la faveur d'une loi mémorielle, la République reconnaît ses erreurs. Pour les harkis notamment. Pour les harkis notamment. Ça fonctionne pour les harkis, je ne vois pas. On peut dire que c'est complexe. Écoutez, notre travail, c'est de souvent faire des choses complexes. Je ne vois pas bien pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner pour les personnes qui ont été victimes de la criminalisation de l'homosexualité. Ça ne concerne pas aujourd'hui énormément de personnes en France. Et oui, cette proposition de loi est avant tout symbolique. Elle est là pour reconnaître qu'aujourd'hui, avec nos valeurs contemporaines de société qui a évolué, on estime que les choix du passé ne sont pas toujours les bons. Et c'est quelque chose qui gêne profondément la droite. Ils sont d'accord pour s'attaquer aux héritages du passé s'ils concernent la protection sociale, assurance maladie, retraite, chômage. Mais la colonisation, le racisme, le sexisme, l'homophobie, ça, non. Et en parlant de persécution contre les personnes LGBT, rubrique suivante. Le 16 avril 2025, la Cour suprême du Royaume-Uni a rendu une décision controversée. Selon elle, dans l'Equality Act de 2010, une loi qui protège contre les discriminations, le terme de femme ne s'applique pas aux femmes trans. La Cour affirme que la signification ordinaire de ce mot
renvoie aux caractéristiques biologiques et non au genre ressenti ou vécu. En d'autres termes, seules les personnes assignées femmes à la naissance seraient protégées en tant que femmes par cette loi. Ce jugement pose plusieurs problèmes majeurs. D'abord, il repose sur une prétendue évidence, celle du sens ordinaire des mots. Mais en droit, rien n'est jamais aussi simple. Les termes juridiques sont souvent ambigus et nécessitent un travail d'interprétation. Par exemple, une tomate peut être considérée comme un fruit ou un légume selon le contexte juridique. Prétendre qu'il existe un sens unique et évident au mot femme, c'est essayer de masquer la dimension politique et sociale de la décision rendue. Ensuite, cette décision minimise les réalités vécues par les femmes trans. Ces dernières subissent souvent les mêmes discriminations que les autres femmes, précisément parce qu'elles sont perçues comme des femmes dans l'espace public ou au travail. Leur exclusion de la protection donnée aux femmes dans cette loi revient à nier ces violences. En assimilant femme au sexe biologique, la Cour fait le choix de l'exclusion et masque une forme de transphobie derrière l'apparence de neutralité. La discrimination n'est jamais un phénomène naturel, elle est profondément sociale. La nature ne discrimine pas. Ce sont les sociétés humaines qui construisent des hiérarchies, des rapports de pouvoir et qui décident que certaines personnes valent moins que d'autres. C'est ce qui permet, par exemple, de justifier que les hommes gagnent plus que les femmes ou qu'un mari domine sa femme. Réduire la définition de femme au sexe biologique, c'est occulter ces mécanismes sociaux et refuser de les combattre efficacement. Enfin, cette décision va aussi à l'encontre de l'intention initiale du Parlement britannique qui, en 2010, au moment de l'adoption de la loi, avait souhaité inclure les personnes trans dans les catégories de genre protégées. Dans une démocratie, comme tous les autres fonctionnaires, les juges doivent rendre compte de leurs décisions. Ils doivent justifier clairement qu'ils exécutent fidèlement la loi. Dans cette affaire, la Cour cherche à justifier, après coup, une conclusion déjà arrêtée, en s'appuyant sur des arguments sélectifs et exclusifs. Mais si cette affaire a fait grand bruit, c'est aussi parce que la pseudo-féministe notoirement transphobe J.K. Rowling, connue pour avoir commis les romans d'Harry Potter, aurait financé l'association qui est à l'origine de l'affaire en lui donnant 70 000 livres. Sterling, hein, pas d'Harry Potter. Dans un style de très bon goût, elle s'est félicitée de cette victoire. On voit encore une fois les dangers de l'immixtion des ultra-riches dans nos processus démocratiques. Voilà pour cette fois, vous retrouverez très vite un nouvel épisode de Dissolution pour décrypter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, ça permet de diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Dernier point, à l'heure où nous diffusons cette vidéo, il reste 60 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on vous laisse avec cette citation inspirante. Notre régime politique a pour nom démocratie parce que dans l'administration, les choses dépendent non du petit nombre, mais de la majorité. Mais aussi parce que nous estimons qu'il est dangereux de passer aux actes avant que la discussion nous ait éclairé sur ce qu'il y a à faire. Périclès, cité par Thucydide dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire qui s'intéresse aux élections en France et éventuellement aussi aux liens que certaines organisations politiques pourraient nouer avec des personnes du débat public, je pense que cela pose une question intéressante. Et donc je me réjouis de répondre à vos questions et je suivrai avec attention la suite de vos travaux parlementaires.